nous envisageons, à mon point de vue, un événement, les événements qu'on vient de vivre. Tous les indicateurs nous permettent de penser que sur les mois à venir, nous aurons une évolution du dollar à la hausse par rapport à l'euro. Tout d'abord, de par le différentiel de croissance économique du PIB que l'on constate d'un côté sur les États-Unis, de l'autre côté sur la zone européenne. Et puis, une autre raison extrêmement importante, c'est la politique monétaire. Madame Yellen a annoncé que la Fed devrait augmenter ses taux d'intérêt 3 fois durant l'année 2017. Bien malin celui qui pourra donner une réponse et envisager ce que M. Donald Trump va faire. On imagine mal que les États-Unis se fâchent durablement avec la Chine. Donc il y aura certainement de l'incertitude, de la volatilité des marchés qui viendra non pas tant des fondamentaux, mais qui viendra par cette situation macroéconomique. Le marché du soja, c'est le marché de la viande chinoise. Il se trouve que chaque année qui passe, pour l'instant, jusqu'au moment où nous parlons, la demande chinoise ne cesse de croître. Nos précarés disparaissent les uns après les autres, ou du moins ne sont plus des précarés. On va se rendre compte très vraisemblablement que la Russie n'a pas pu exporter tout ce qu'elle pouvait, que l'Australie non plus, et qu'on a des stocks, et aux États-Unis, du fait du profil de marché, on a des stocks qui sont très importants. Ça, quand les opérateurs regardent ça, ils sont plutôt baissiers. Certains évoquent même le fait que la Chine pourrait exporter du maïs. Pour résumer, on a 3 céréales principales, je ne vais pas parler du triticale, du sorgho ou de l'avoine, qui aujourd'hui ne présentent pas de facteurs haussiers clairs. Et ce qui s'annonce pour la récolte 2017 dans l'hémisphère nord n'est pas tragique du tout. On sort peut-être d'une période très confortable, qui est une parenthèse, elle, pour le coup, dans l'histoire du climat, qui est que depuis la dernière guerre, globalement, on pouvait dire le climat en Europe occidentale relativement stable, ce qui permettait à certains de dire « mais restez clients de la France, quand on a la pire catastrophe de notre histoire, notre rendement fait moins 10%, c'est pas grave. La température de la planète augmente, c'est pas très étonnant que les successions d'événements météorologiques inhabituels se succèdent aussi. Il va falloir apprendre à gérer le risque. Les modèles de production végétale et animale qu'on a développés depuis la dernière guerre étaient d'une extrême efficacité et robustesse dans le contexte où nous étions. Ils peuvent s'avérer excessivement dangereux dans un autre contexte. Monoculture, uniformité génétique, uniformité des itinéraires techniques. On en est rendu à récolter l'orge en même temps que le blé. Pour vous qui savez ce que c'est que gérer du risque, c'est pas terrible ça. Mais en tout cas, ce qui est indispensable, à mon avis, c'est qu'on se mette à penser à gérer le risque de production, tant végétale qu'animale, d'une autre façon. Est-ce qu'il faut acheter pour vendre des produits transformés? Ou est-ce qu'il faut d'abord vendre et puis décider d'acheter? À quel point vos marchés sont captifs? À quel point vous pouvez être challengé? Est-ce que le challenge il se fait à 1 euro près, à 5 euros près, à 10 euros près, sur un mois, sur 2 mois? Voilà. Quelle est votre élasticité, on dit en économie élasticité, votre capacité à avoir une bonne courroie de transmission entre votre coût de revient et votre prix de vente final? Les commerciaux ils reçoivent la nouvelle grille de tarifs, les prix ont monté, et puis ils disent à leur éleveur préféré, ce serait bien que tu en commandes un camion ou deux de plus parce que je pense que le mois prochain ça va monter. La première question, c'est de savoir combien vous pouvez vous permettre de perdre. Plus de 50% en gros de la marge générée, si vous en risquez plus de la moitié, vous pouvez vous retrouver avec un problème de trésorerie. Il faut savoir que 80% des faillites d'entreprise, c'est un problème de trésorerie. Vous êtes en train de céder à vos clients vos gains sur achat. Or, vos gains sur achat, vous avez pris des risques. Et du coup, vous faites bénéficier ce gain de votre client en fait. Maintenant, on fait l'inverse. Vous avez, pareil, courageusement acheté votre soja 6 mois à l'avance. Et en fait, le marché a baissé pour plein de raisons qui n'étaient pas forcément discernables au moment où vous avez pris cette décision. Et là, pour le coup, vous êtes obligé de vendre au prix de marché. Donc, vous ne pouvez pas appliquer les mauvaises, ou en tout cas onéreuses couvertures d'achat que vous avez à vos clients finaux. Et vous avez éventuellement aussi en interne une forme de pression
des commerciaux qui disent non mais les prix de revient ils sont trop élevés, on a mal acheté, etc. etc. Donc il y a une forme aussi interne de pression des commerciaux sur les acheteurs. Le disponible, c'est-à-dire la livraison spot, semaine prochaine ou quinzaine qui vient, est en général plus cher que les échéances plus lointaines. Vous pouvez envisager d'acheter des calls, donc ce sont des options, donc le droit d'acheter le seuil 1000 à un prix prédéfini contre le paiement d'une prime, par exemple du seuil 1000 mai 17, et vous achetez une option sur le cours moyen du seuil 1000 mai 17. Du coup, vous savez que votre coût moyen de revient du seuil 1000, enfin la partie seuil 1000 Chicago, ne sera pas supérieur à un niveau prédéfini. Et puis vous achetez des puts, ce qui est l'opposé d'un call, donc le droit de participer à la baisse. Paiements en dollars et en euros sont des flux à terme. Donc si on fixe le cours euro-dollar aujourd'hui, il ne faut pas prendre le cours de spot d'aujourd'hui. Et la valeur de cette option de reformulation, c'est réellement un portefeuille d'options que vous avez. Et cette option, la beauté, c'est que vous l'avez gratuitement. C'est une option que vous n'avez pas besoin d'acheter. On a vraiment beaucoup de mal à avoir une bonne lecture de ce qui pourrait se passer sur les énergies renouvelables. La Chine a réussi à rassurer tout le monde sur sa capacité à maintenir une croissance, celle annoncée par l'État relativement bonne. Les indicateurs économiques sont un petit peu dans le rouge, la bulle immobilière continue à progresser. On a également un endettement record, je crois, 2,2 fois le PIB. Donc il y a des éléments un petit peu négatifs sur l'économie chinoise à court terme. Je dirais que sur la partie euro-dollar, aujourd'hui, les éléments principaux qu'on peut acter, c'est certainement la baisse de l'impôt sur les sociétés. Le projet est de ramener l'impôt sur les sociétés à 15% et le marché est couvert autour des 340 €. Donc aujourd'hui, vous avez un prix de marché qui est 30 € au-dessus des premières couvertures. Donc aujourd'hui, la problématique pour un fabricant d'aliments, c'est de se dire est-ce que j'avance, est-ce que j'ai vraiment un risque météo très important et j'avance sur mes 6 de mai. Mais là, je vais dégrader ma moyenne très fortement. En même temps, j'ai en tête ce qui s'est passé l'année dernière, où on a vu des prix en dessous les 300 €. Et à ce moment-là, les moyennes de prix étaient relativement proches, mais j'étais 40-50 €, peut-être pas autant, mais on va dire les 30-40 € au-dessus du marché. Et c'était une situation difficile. Donc aujourd'hui, je pense que la stratégie des fabricants d'aliments, elle est plutôt d'être plutôt en attente pour ne pas engranger un prix sur des niveaux trop élevés, quitte à se tromper avec le reste du marché. Je dirais que sur la partie Chicago, on voit bien qu'avec ce que je vous ai dit, on est plutôt sur le papier sur des phases de reconstitution, mais qu'on garde des primes météo. Donc dans tous les cas, le potentiel de baisse, lui, il existe, mais on ne le met pas forcément sur des niveaux très très élevés, quoi. C'est-à-dire que, comme l'année dernière, si on confirme ou si on a un petit peu de pression de récolte, revenir sur des niveaux à 300 $, ça reste déjà un niveau relativement bas. J'irais même un peu plus loin, c'est que l'année dernière, on est allé plus bas, on est allé à 280 $. C'était presque une anomalie, quoi. Le fret, on en a parlé rapidement. Clairement, c'est plutôt un élément qui est bon à acheter aujourd'hui. Donc aujourd'hui, sur l'euro-dollar, on peut très bien commencer à prendre des couvertures. On en a parlé ce matin. Aujourd'hui, vous avez, il y a quelques jours, on était proche des 1,07 sur l'euro-dollar, même 1,0750. Sur des 6 de novembre, la parité euro-dollar est à 1,10 avec les reports de points. Vous avez plus de 200 points de report. Donc aujourd'hui, si vous prenez des positions en parité euro-dollar, vous fixez du 1,10 sur des 6 de novembre. Donc pour commencer à prendre une position, c'est pas forcément un niveau de parité euro-dollar qui est idiot. On se doit de ralentir et le ralentissement va être très fort sur février, mars, avril. On est sur un rythme de trituration de graines de 300 000 à 400 000 tonnes de moins par rapport à l'année dernière. Donc ça veut dire moins de production, une production française de protéines qui va baisser, et surtout une production dans le nord de l'Europe qui va baisser. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui d'acheter des graines de colza sur la fin de campagne. C'est-à-dire qu'on a un marché français qui stagne, qui baisse, enfin même c'est pas qui stagne, qui baisse fortement. On a à côté, on a l'Espagne qui augmente fortement, et c'est assez triste de voir que ce qu'on perd en France, on le gagne en Espagne. Et je pense que le pourcentage est identique. On perd 4,5 en France et l'Espagne fait 4,5 en plus. On a vraiment un réajustement des forces intra-Europe, et aussi par des barrières que certains pays n'ont pas. Alors, notamment l'Espagne, effectivement, il n'y a pas de sujet OGM, non OGM.